Hello, guys. Welcome to Smart, Intellectual, Knowledgeable African. I'm Philippe Sika. This episode is in French. Cet épisode est le dernier de la série de podcasts, la série d'épisodes de ce podcast qui est consacré à l'analyse du coup d'État au Gabon, coup d'État perpétré le 30 août 2023. Dans les deux premiers épisodes, j'ai eu à présenter le contexte politique et le contexte notamment concernant la succession des présidents de la République et l'application des règles relatives au multipartisme et des principes de base de la démocratie. Dans l'épisode 6, j'ai commencé à vous expliquer mon point de vue. Pourquoi est-ce que, à mon avis, ce coup d'État, ce malheureux coup d'État était quelque chose de prévisible. Et parmi les facteurs que j'ai mis en exergue, l'une des premières raisons était premièrement dans la différence de carrure politique qui existait entre Omar Bongo et son fils Ali Bongo. Le deuxième facteur qui explique ce coup d'État ou qui permet de le rendre, de faire de lui en fait un élément prévisible, eh bien, se situe au niveau de la différence des générations. Et comme je le disais, depuis 2009, la date de la prise du pouvoir par les élections de M. Ali Bongo, la situation sociale et démographique a complètement changé. Aujourd'hui, le Gabon, c'est près de 2 millions de personnes qui vivent au Gabon, contrairement à moins d'1 million dans les années 60. Et comme je vous le disais, lorsqu'on essaie même de regarder le niveau de formation, le niveau d'accès à l'éducation, même si des choses restent à améliorer, mais lorsqu'on compare par rapport à ce qui était appliqué 40 ans en arrière, ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, nous avons une génération qui est mieux formée, nous avons une génération qui est beaucoup plus exigeante, nous avons une génération qui a de nouveaux moyens de communication à sa disposition qui lui permettent de pouvoir s'exprimer, qui lui permettent de pouvoir faire partager son point de vue, donner son avis, parler des difficultés, parler également des opportunités dans le pays. Et donc vous voyez que dans ce contexte-là, si vous êtes dans une société où il y a beaucoup d'injustices, si vous êtes dans une société ou dans un système démocratique où les institutions ne sont pas solides, où les institutions ne sont pas solidement implantées, où les principes même de la démocratie sont vacillants, ce sont des signes avant-coureurs qui vous permettent de pouvoir anticiper une situation d'anomalie telle qu'un coup d'État. Le troisième élément qui nous permet de dire que ce coup d'État était prévisible, c'est bien l'ensemble des développements qui ont eu lieu dans la vie politique gabonaise à partir de 2009. Le premier signe avant-coureur, eh bien, c'était les élections de 2009 qui ont été fortement controversées. Ensuite, il y a eu la crise post-électorale et le marasme économique en 2014. Où l'on a assisté à de violentes manifestations entre des populations et des policiers qui ont fait au moins un mort lors d'un rassemblement interdit qui appelait déjà au départ de M. Ali Bongo. En 2016, 2 ans plus tard, il y a eu les deuxièmes élections sous l'ère de M. Ali Bongo qui, elles aussi, ont été fortement controversées. Pourquoi ? Premièrement, M. Ali Bongo est réélu avec une courte majorité de 5000 voix face à son opposant Jean Ping.
qui lui également est un cacique de son père. Il y a eu des violences, il y a eu des manifestations, il y a eu des troubles dans le pays, et c'était encore la troisième alerte qui présageait déjà d'une situation délicate, vous voyez, au Gabon. En 2018, il y a eu également un premier coup d'État. Non, pas le coup d'État, il y a eu plutôt l'AVC. Le président en exercice, M. Ali Bongo, est victime d'un AVC. Et comme je vous l'ai dit en début d'épisode, je vous ai parlé du mode principal d'accession au pouvoir dans une démocratie, mais il y a également les modes aléatoires et secondaires. Et je vous ai dit qu'il y avait des cas où on parlait de la vacance du pouvoir, lorsque le président en exercice était dans l'incapacité d'exercer sa fonction. Alors, on était dans une situation où le chef suprême des armées, M. Ali Bongo, était victime d'un AVC en 2018. Et malheureusement, cet AVC, on a pu le constater, a laissé des traces physiques quant à l'intégrité même physique du chef de l'État. Et vous voyez que ce sont des situations qui, dans d'autres démocraties, dans d'autres régions du monde, avec des démocraties cohérentes, auraient pu donner lieu à une situation où l'on aurait conclu à une vacance du pouvoir pour des raisons de santé tout simplement. Et ce sont des arguments valables. Et dans ce cas-là, le pouvoir aurait été transféré au numéro 2 selon les dispositions de la Constitution. Dans le cas du Gabon, nous avons assisté à cette situation, mais le résultat n'a pas été ce qui aurait dû être dans le cas d'une démocratie acceptable. En janvier 2019, une première tentative de coup d'État, le coup d'État le plus rapide et le plus bref de l'histoire, qui a eu lieu. Cela a donné naissance à des railleries au niveau international et même au niveau local. Cela a donné naissance à des railleries et pourtant, c'était des signes avant-coureurs de la situation délicate du pays. C'était des signes avant-coureurs qui annonçaient qu'une anomalie comme un coup d'État, comme le coup d'État du 30 août 2023, devrait ou pourrait être présagée. En 2021, il y a eu également les Pandora Papers, le rapport international qui publiait le nom d'autorités politiques mondiales impliquées dans des situations de blanchiment d'argent, dans des situations de gabegie financière, etc. Et donc, vous voyez que ce qui s'est passé le 30 août n'est pas un fait isolé. Plusieurs éléments et plusieurs facteurs existaient déjà qui auraient dû mettre la puce à l'oreille des autorités afin de pouvoir prendre leurs dispositions et éviter le pire. Maintenant, une question se pose, c'est de savoir, est-ce que tous ces facteurs légitiment le coup d'État? Est-ce que tous ces facteurs, donnent cause à une acclamation? Est-ce qu'il y a lieu de se réjouir ou est-ce qu'il y a lieu de s'interroger? Alors, certaines personnes se réjouissent dans la mesure où ce coup d'État a permis de mettre fin à la dynastie Bongo, à l'hégémonie du pouvoir de la famille Bongo. Eh bien, là encore, c'est à prendre avec des pincettes, parce que nous sommes en Afrique et nous connaissons tous le concept de la famille. En Afrique, le concept de la famille n'est pas seulement limité à la famille nucléaire. Ce concept est élargi ou s'étend jusqu'à la famille élargie. Dans le cas du Gabon, le nouvel homme fort du Gabon est membre de la famille Bongo. Il est le cousin de M. Ali Bongo, ce qui veut dire que, de façon nucléaire,
Et de façon très, très directe, le pouvoir au Gabon n'est plus entre les mains des Bongo. Mais de façon élargie, si l'on tient compte de la définition de la famille, dans le sens africain du terme, ce pouvoir est toujours détenu par les Bongo. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce que ce coup d'État apporte ou apportera au Gabon en termes de stabilité, en termes de croissance économique. Voyez-vous, dans ce podcast, il n'est pas question de politique au sens propre du terme, mais il est beaucoup plus question de mettre l'accent sur le développement de l'économie, surtout du panafricanisme économique. Ce système qui nous permettra, en tant que jeunes Africains, de nous interroger sur les solutions que nous pouvons apporter au développement de notre continent. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Les contributions directes et les contributions indirectes. Dans le cas du Gabon, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le pouvoir qui était détenu par une dynastie depuis des décennies ne l'est plus, façon de parler. Mais est-ce que cette situation est synonyme ou sera synonyme de croissance économique? Est-ce que cette situation pourra offrir au Gabon la stabilité politique dont ce pays a besoin? Est-ce que cette situation permettra de planter des jalons solides pour l'exercice de la démocratie dans un pays à fort potentiel? Je dis bien à fort potentiel. Le potentiel économique du Gabon est incroyable. Lorsqu'on regarde les ressources de son sous-sol, lorsqu'on regarde son pétrole, lorsqu'on regarde ses ressources forestières, petit clin d'œil au Chili, vous avez de nouveaux mécanismes de construction de logements entièrement appuyés sur des constructions écologiques qui mettent en avant des constructions à base de bois. Le Gabon est l'une des plus grandes réserves de forêt au monde après l'Amazonie. En termes de pétrole, le Gabon n'est plus à présenter dans la mesure où ce pays est membre de l'OPEP. Alors, est-ce que ce coup d'État qui est survenu, bien qu'il est applaudi par certains, bien qu'il existe d'autres qui s'interrogent sur la pertinence de ce coup d'État, est-ce que ce coup d'État sera profitable à ce pays que nous aimons tous, à ce pays que nous apprécions énormément car il nous a donné les plus grands noms que l'Afrique a connus, Patience Dabani, à qui je fais un clin d'œil que j'aime beaucoup. Est-ce que ce coup d'État saura offrir à la jeunesse gabonaise les opportunités d'emploi, les opportunités également politiques, parce qu'il est important que la jeunesse de ce pays s'investisse elle-même dans la vie politique. Comme je vous l'ai dit, ma conclusion, c'est que ce coup d'État était à prévoir. Est-ce que ce coup d'État nous permet de dire qu'en face, les choses ont vraiment changé, le pouvoir a changé de main, a changé d'orientation? Je dirais non, parce que nous sommes toujours dans un contexte où ce pouvoir est détenu par la même famille, au sens large du terme. Mais qu'est-ce que ce coup d'État nous permet de retenir? Ce coup d'État ici nous permet de retenir qu'il y a de l'espoir, que le changement est possible et que, comme un philosophe le disait, toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser. Il ne s'agit pas seulement de se plaindre de l'hégémonie des Bongo, mais il faudrait également qu'en Afrique et surtout au Gabon, vu que la situation s'est produite au Gabon, il faudrait que les peuples apprennent à demander le changement, à demander l'amélioration de leurs conditions, à demander la démocratie. Non pas seulement dans le but de voir de nouveaux visages ou de nouvelles personnes se succéder à la tête de l'État, mais également dans le but de voir des dirigeants compétents, des dirigeants formés, des dirigeants capables et soucieux du développement économique, politique et social de leur population. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a répondu à toutes vos interrogations.
Merci d'écouter Smart Intellectual Knowledgeable African, la plateforme où les fortes idées préconçues rencontrent de puissantes perspectives. Merci et à bientôt.